Nous parlons ce soir de la présidentielle de l'an prochain aux États-Unis et surtout de la campagne de Donald Trump. S'il est réélu, il promet d'être un dictateur, mais seulement, dit-il, le premier jour. Déclaration faite lors d'un entretien à la chaîne Fox News. Alors faut-il y voir une énième provocation? L'ancien dirigeant représente-t-il aujourd'hui un danger pour la démocratie américaine? On en parle avec notre invité Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du 64. Vous êtes spécialiste des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors Donald Trump, quand il dit ça, qu'il sera un dictateur, mais seulement le premier jour, à qui est-ce qu'il s'adresse lorsqu'il tient ce type de propos? Quel électorat il cherche à séduire? Alors il s'adresse d'abord à son électorat qui pense d'ailleurs que c'est une très bonne chose, et il rajoute à la suite de ça, en disant qu'il va être dictateur, qu'il va sécuriser la frontière et puis qu'il va forer. Donc il dit drill, 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 qui est une manière de dire je vais forer parce que c'est la question de l'énergie et de l'indépendance énergétique au détriment de toutes les contraintes évidemment concernant le changement climatique, puisque c'est aussi quelque chose qui est remis en cause par une bonne partie de son électorat. Et effectivement, la question environnementale est totalement absente de son programme. Alors je voudrais qu'on revienne quand même sur les déboires judiciaires de Donald Trump en 2023. Aujourd'hui, les sondages le donnent plutôt favori, disent qu'il pourrait l'emporter, en tout cas qu'il a de grandes chances de l'emporter, mais quand même en 2024, il y a un grand procès qui va se jouer au niveau fédéral. Est-ce que c'est quelque chose qui peut le freiner dans sa campagne, dans sa course à la présidence? Pour les primaires, sans doute pas, parce que là, il est vraiment très en avance, et puis il prend même des points à chaque fois qu'il y a un procès, enfin qu'on parle du procès. Par contre, pour la présidentielle, ça pourrait lui poser quelques petits problèmes au niveau des électeurs, de l'électorat indépendant, qui n'est ni républicain ni démocrate, ou les républicains, disons, modérés. Ce qu'on voit en fait dans les études, c'est que pour cet électorat-là, donc il faut savoir que ça se passe sur très peu de pourcentage, hein, les élections se font sur quelques États clés, ça pourrait jouer effectivement contre lui. Mais très concrètement, on peut imaginer par exemple que Donald Trump, s'il se retrouve en prison, qu'il puisse être quand même élu président des États-Unis? Ah, tout à fait. Alors là, rien ne l'empêche. A priori, rien ne l'empêche. Il y a une partie de l'amendement 14, mais qui est très controversé, que certains États veulent mettre en place pour l'empêcher en cas de preuve qu'il y a une insurrection. Mais globalement, il peut tout à fait être élu, faire sa campagne depuis une prison. Il y a quand même peu de chances qu'il soit en prison d'ici le mois de novembre. Et puis, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette idée lui se place en victime de procès politiques. Et donc, en fait, pour l'instant, il n'a jamais vraiment perdu ses procès. Il n'y a pas eu de procès qu'il a perdu au niveau des questions politiques, y compris des tentatives de renversement des élections. Et donc, c'est ça où il pourrait y avoir une petite différence. C'est si enfin il commence à perdre sur un procès exemplaire sur cette tentative de renversement du résultat des élections. Alors en tout cas, on va suivre ces ennuis judiciaires, mais au-delà de ces problématiques, je voudrais qu'on revienne également sur son projet politique. D'abord, en matière de politique intérieure, quels sont les grands axes de sa campagne? Alors, il est soutenu par un groupe très puissant, un think tank conservateur qui s'appelle The Heritage Foundation, et qui prévoit de lui donner une méthode en fait pour qu'il puisse prendre le pouvoir, que l'exécutif soit au maximum de son pouvoir, notamment par rapport aux agents fédéraux qui sont protégés dans leur emploi, pour mettre des gens loyaux à son service. Et en fait, ce qu'il a dit lui-même, c'est « je serai votre vengeance ». En fait, je serai votre rétribution. Hein, il a dit ça en anglais. Et donc, cette idée qu'il va utiliser tout le pouvoir de l'exécutif, y compris le département de la justice, y compris éventuellement l'armée, pour se venger contre ses ennemis, des gens qui l'ont pour lui trahi, ou aussi pour ses ennemis politiques comme la famille de Joe Biden et Joe Biden lui-même. Mais alors ça, c'est une chose de dire effectivement dans ses grands discours je vais me venger de vous, je vais prendre ma revanche, mais est-ce que d'un point de vue juridique, il a les instruments, l'État américain lui donne les instruments pour pouvoir effectivement se venger? Alors c'est très compliqué parce qu'on risque d'avoir des crises constitutionnelles, parce que effectivement l'article 2 de la Constitution donne énormément de pouvoir, et ça dépend de la lecture qu'on peut en avoir. Si on a une
lecture vraiment littérale, on peut considérer qu'effectivement, il a tout pouvoir sur l'exécutif. Après, il y a des normes, il y a des traditions, notamment depuis Nixon et le Watergate, où notamment le département de la justice, par exemple, peut agir en toute indépendance. On voit que, par exemple, Donald Trump, quand il y a eu une accusation, il y a eu un procureur indépendant qui a été nommé. Donc le département de la justice, par exemple, est censé être indépendant. Et l'armée, effectivement, pourrait... par exemple, il a l'acte des Insurrection Act qu'il a promis d'utiliser s'il y avait des manifestations trop fortes contre lui. Et c'est une clause, en fait, qui a été déjà utilisée. Et dans cette logique, on imagine qu'il pourrait aussi réduire la liberté peut-être des journalistes. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que sa rhétorique est vraiment très forte contre les journalistes. Il les a appelés les ennemis du peuple. Donc c'était très très fort, et en nommant des personnes, en les mettant vraiment à la vindicte populaire. Donc oui, il y a une attaque sur les journalistes, sur les juges. Donc s'il décide d'utiliser vraiment les pouvoirs de l'exécutif, alors il peut faire beaucoup de choses, mais il y a 3 branches de gouvernement. Il y a quand même le Congrès, et il faudrait qu'il ait aussi une majorité au Congrès. Le Congrès pourrait l'empêcher de faire certaines choses. Et puis il y a aussi la Cour suprême et le juridique. Donc là... il pourrait aussi contester les résultats ou ce que décide la Cour suprême. Et là, que peut-il se passer? C'est vraiment... on risque d'être dans des moments de crise importants, comme on a déjà pu en voir, mais bien pire. Vous parliez tout à l'heure de Heritage Foundation, cette fondation qui effectivement se cache derrière le projet de Trump pour l'Amérique. On a le sentiment qu'il arrive peut-être beaucoup plus préparé, qu'il a un projet politique beaucoup plus précis qu'il n'en avait en 2016 ou en 2020. Tout à fait. Là, il y aura vraiment des gens clés qui seront loyaux pour lui, qui seront mis à des positions de décision. En 2016, en fait, il n'était pas du tout préparé, et il avait des gens qui l'ont réduit, qui l'ont contraint dans certaines choses, qui l'ont limité dans ce qu'il pouvait faire, qui l'ont conseillé aussi de ne pas faire certaines choses. Et il leur en veut d'ailleurs, il les considère qu'ils l'ont trahi. Et là, il va nommer des gens qui vont lui obéir. Et la Heritage Foundation a fait toute une liste. Ils ont même utilisé l'intelligence artificielle pour vérifier le profil d'à peu près 20 000 personnes qui ont l'intention de mettre à la tête de certains départements pour que tout soit exécuté comme il le veut vraiment. Donc là, on n'est plus du tout dans de l'amateurisme. Effectivement, et d'ailleurs certains observateurs qu'on peut lire dans la presse américaine disent que son programme aujourd'hui est beaucoup plus radical. Quelles pourraient être les conséquences concrètement en matière de société, de politique intérieure américaine? À quel grand bouleversement est-ce qu'on pourrait s'attendre si Trump était réélu à la tête des États-Unis? Alors, sur le plan domestique, il y aurait sans doute des manifestations. Il faudrait voir si elles risquent d'être réprimées. Est-ce que l'armée va être envoyée? Donc un tournant plutôt répressif, sécuritaire. Voilà, on peut tout à fait avoir ça. Il peut y avoir aussi la décision d'ouvrir des enquêtes, d'arrêter des gens en considérant qu'ils sont suspects. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais là, on est un peu dans la fiction. On ne peut pas vraiment savoir est-ce qu'il va aller au bout de ce qu'il dit. Comment vont réagir les gens? Est-ce que les gens qu'il aura mis à ces postes clés vont vraiment lui obéir? Donc ça remet beaucoup de choses en cause. Et il faut voir quand même que suite au 6 janvier, beaucoup de personnes qui ont participé à l'assaut du Capitole ont eu des lourdes peines, ont été arrêtées, font de la prison, et ça a un petit peu calmé certains dans leurs ardeurs par rapport à ce désir de renverser le résultat des élections, par exemple. Mais alors, ce projet de Donald Trump, comment est-ce qu'il est perçu par les républicains? On imagine qu'il fait peur aux démocrates, mais dans le camp républicain, est-ce qu'il fait l'unanimité ou est-ce qu'il y a aussi des républicains qui s'en inquiètent? Alors, il y a une majorité de républicains qui, d'ailleurs, déjà pensent que les élections ont été volées. Ils sont à peu près, dans les sondages, 70% des républicains. Et puis, beaucoup pensent donc qu'il s'agit de procès politiques. Et donc, ce qu'ils pensent, c'est que c'est tout à fait normal de faire ce que les démocrates, eux, ont fait de leur côté. Ils pensent que là, les procès contre Trump, ce sont des procès politiques. Et donc, c'est tout à fait normal de faire la même chose. On répond en fait à ce qui s'est passé précédemment.
Et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que, en gros, à mesure que Trump a rencontré sur sa route des obstacles ou des ennuis judiciaires, sa popularité grandissait. Est-ce que depuis 2016, il a réussi à conquérir un nouvel électorat ou il conserve toujours la même base de partisans? Non, il conserve vraiment la même base. Il n'a pas vraiment augmenté sa base. Il y a évidemment quelques républicains qui n'aiment pas forcément Trump, mais qui vont détester encore plus les républicains. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, pour le moment, il y a une érosion de soutien à Joe Biden. Et donc, l'inquiétude, c'est pas tellement que plus de gens vont voter pour Trump, c'est que éventuellement des gens ne se déplacent pas, ne voient pas les enjeux au niveau des questions de la démocratie et ne se déplacent pas pour aller voter pour Joe Biden. C'est par exemple le cas des jeunes, et notamment par rapport à la question de la politique en Israël, où il y a eu vraiment un... Alors, on va y revenir Voilà. justement sur les questions de politique étrangère. Je voudrais juste qu'on revienne un dernier mot sur ce désir de revanche ou de vengeance que vous avez abordé. C'est vrai qu'aujourd'hui, Trump, il a des mots extrêmement violents dans le cadre de sa campagne. Il traite ses opposants de vermine. Il dit que les migrants, je le cite, empoisonnent le sang de notre pays. Il semble aujourd'hui plus disposé que jamais finalement à la violence à la fois symbolique et politique. Est-ce qu'un nouveau mandat de Donald Trump, effectivement, serait synonyme d'une extrême violence dans le champ politique? Alors on peut le craindre parce qu'effectivement sa rhétorique s'est radicalisée. Beaucoup de médias ont noté ça aux États-Unis. Le New York Times, The Atlantic a fait une série de 24 articles sur ces questions et on voit qu'effectivement c'est une rhétorique qui rappelle le fascisme, le nazisme, enfin vraiment des mots qui sont pas dit forcément au hasard sur ce plan-là, cette violence. Et cette violence, on a vu déjà augmenter les 4 premières années de sa présidence, où ça a d'abord été les immigrés, puis les journalistes. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est que en fait, les vrais ennemis sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a plus vraiment l'ennemi à l'extérieur n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, ce qui met le plus en cause l'Amérique, c'est l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi intérieur. Je voudrais qu'on revienne également, donc, je le disais, sur le contexte géopolitique international qui a évidemment profondément changé depuis que Trump n'est plus au pouvoir, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Par exemple, dans le cadre du conflit en Ukraine, on sait bien que les républicains veulent bloquer toute aide de Washington à l'Ukraine. Est-ce que si Trump se retourne au pouvoir, on doit s'attendre à ce que ça soit la porte ouverte finalement à plus d'expansionnisme russe en Ukraine? Alors en tout cas, Parce que Vladimir Poutine pourrait, on imagine, s'en réjouir d'une victoire Vladimir de Trump. Poutine, Xi Jinping aussi en Chine, on voit que Trump surfe vraiment sur une vague d'isolationnisme qui existe, notamment du côté républicain. Il y a eu une sorte de fatigue de la guerre après la guerre contre la terreur, la guerre en Irak, le 11 septembre. Et il y a vraiment ce désir de retrait. Et le fait qu'on doit s'occuper d'abord de notre frontière, de ce qui se passe chez nous, et le monde, c'est leur problème. C'est le problème, l'Ukraine, c'est le problème des Européens. Il y a même certains de ces conseillers qui parlent de remettre en cause même la participation des États-Unis à l'OTAN. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'important parce que le Congrès a récemment voté une résolution qui forcerait le président à demander avoir l'accord du Congrès et les 3/4 du Sénat pour se retirer éventuellement de l'OTAN. Donc ils essaient de sécuriser cette... C'est donc mesure qui, selon vous, aurait été prise en prévention d'une éventuelle élection de Donald Trump. Exactement. Alors après, il y aura la question, encore une fois, constitutionnelle, puisqu'il pourra toujours dire, en fait, c'est quand même mon pouvoir, le Congrès ne peut rien dire. Tout ce qui concerne effectivement l'international, l'exécutif a un énorme pouvoir. Il ne peut pas déclarer la guerre officiellement, mais il peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau du 64. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup et à très bientôt.